Irlande, Afrique du Sud. Franchement, c'est le match qu'on attendait tous pendant cette Coupe du Monde. Après le match d'ouverture peut-être entre la France et les Blacks. Les Irlandais, numéro 1 mondial, qui jouent contre les Sudaf, champions du monde. Deux équipes qui sont capables de te mâcher physiquement en t'enchaînant des séquences ultra longues, qui défendent hyper fort avec des joueurs hyper brutaux. Et surtout, un petit peu égoïstement, en tant que Français, on s'y intéressait parce que potentiellement, ça sera notre adversaire en quart de finale qui perdait ce match, à condition qu'on batte l'Italie. Parce que attention, tout le monde nous voit en quart de finale, on joue un huitième de finale contre l'Italie. Je le dis, c'est pas fait. L'Italie, ils sont pas rigolos. Ils sont menés 17-7 par l'Uruguay et ils arrivent à inverser la vapeur du match. Prennent le bonus, eux. Et dans la poule, attention, si l'Écosse bat l'Irlande sur le dernier match, les cartes, elles sont rebattues. Alors, comment l'Irlande a réussi à éteindre les Box? Je vais aborder le match sous un angle qui va peut-être vous faire bondir de votre chaise ou vous faire décrocher les écouteurs, mais pour moi, les Sudaf, ils ont fait le match stratégiquement parfait. Je vais vous expliquer cela, mais attention, ça reste un point de vue parmi un autre. J'ai pas la science infuse et à chaque fois qu'on fait des analyses, on a son propre ressenti et sa propre vision sur le schmilblick. Pourquoi? Parce que pour être capable de savoir comment stratégiquement une équipe elle a abordé le match, il faut être à l'intérieur de l'équipe, il faut savoir ce que les joueurs se sont dit, ce que les coachs et les joueurs, parce que les joueurs participent aussi au game plan sur les matchs, ils ont mis en place. Et il n'y a que comme ça qu'on peut savoir réellement ce qu'une équipe elle a voulu mettre en place. Nous, on peut que supposer de l'extérieur. Parce que quand tu regardes les stats, tu t'aperçois quand même qu'elles sont légèrement en faveur de l'Afrique du Sud, sur tout ce qui est mêlée, tout ce qui est touche, tout ce qui est mettre gagner ballon en main et surtout sur les plaquages offensifs. Sur les plaquages offensifs, je crois qu'il y a 35-7 pour l'Afrique du Sud. Ils ont dominé. On va partir sur cette analyse, mais avant, si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire et de lâcher ton meilleur pouce bleu parce que mes petites cochonnes et mes petits cochons, il y en a plein qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés et il y en a plein qui me disent ouais, j'ai attendu 4 ou 5 vidéos avant de m'abonner. Mais attends pas, s'il te plaît, aide-moi à faire grandir la chaîne, c'est plutôt cool, non? Allez, on y va? Dès le coup d'envoi, tu comprends une chose, c'est que les Box, ils ont cette volonté de ne pas rendre le ballon gratuitement aux Irlandais. Au lieu d'assurer une sortie de camp propre où tu vas inverser la pression au pied, eux, ils décident de relancer de leurs 22 mètres. Mais attention, bien sûr, il y a une envie stratégique de le faire dessus, mais pas que, il y a aussi énormément d'analyse. Cela peut paraître irrationnel pour certains, mais en réalité, cela a beaucoup de sens et c'est l'étude de l'adversaire qui te permet de faire des choix comme ça. Sur le coup d'envoi, les Irlandais, ils ne laissent rien transparaître. Ils splitent ou séparent leur équipe en deux pour menacer toutes les zones. Comme ça, tu ne sais pas où est-ce qu'ils vont mettre leur coup d'envoi, à gauche, à droite, au milieu, devant, derrière. Mais dès que le coup d'envoi il est tapé, on a Hansen, Lowe et Keenan qui décrochent pour rester en couverture. Tu as le 9 dans un second rideau et Sexton qui vient prendre le fermé. On a Willem C qui, je pense, fait remonter les informations sur l'endroit qui est bon à attaquer et notamment où il y a Sexton. Et on va voir les Sudaf qui essayent par un jeu pivot d'aller chercher ce couloir où il y a Sexton. C'est très intéressant ce choix de 3 joueurs en troisième rideau pour les Irlandais sur le coup d'envoi, car ils préféraient laisser les Sudaf attaquer, mais être organisés sur la couverture. Et en seconde mi-temps, encore plus rare, sur le coup d'envoi, ils montent à 11 et laissent 4 joueurs dans le champ profond. Et en réalité, ils sont pas 11, ils sont 10 et demi puisque tu as le 9 qui va être entre le second rideau et le premier rideau. Pourquoi est-ce que c'est très rare? Parce que si tu laisses une équipe attaquer à 15 contre 11, puisque tu as 4 joueurs dans le champ profond et 11 dans le premier rideau, tu vas leur laisser l'opportunité d'aller taper des endroits où il y a des espaces sur le terrain et de générer de l'avancée. Tu vas avoir une défense qui va être systématiquement en retard et qui potentiellement va se mettre à la faute. Alors là, il y a deux options. Soit les Irlandais, ils avaient une confiance absolue en leur défense, mais je pense que tu as beau avoir confiance en ta défense quand tu laisses 4 joueurs dans un champ profond dans le troisième rideau, il n'y a pas que ça. Tu as aussi, et pour moi c'est la seconde option, anticipé que plus le match allait avancer et plus les Sud-Africains qui partent avec des grosses ambitions sur le début du match vont réduire la voilure pour revenir à un jeu plus pragmatique où tu essayes de sortir proprement de ton camp. Et c'est pas rare pour des équipes en début de match d'afficher leurs intentions comme ça, de sortir du camp à la main, tout simplement parce que tu vas forcer l'équipe adverse à ressortir un troisième joueur, parce que généralement il n'y a que 2 ou 3 joueurs dans le champ profond, forcer à faire monter un mec, et surtout du coup tu vas avoir plus d'espace derrière pour taper au pied. Mais c'est un petit peu comme si les Irlandais, ils avaient anticipé que les intentions des Box ne dureraient pas sur tout le match. Et donc quand tu as 1 ou 2 joueurs en plus, ça te permet de couvrir mieux le terrain et d'avoir plus d'options. Et je pense que c'est une adaptation qu'ils font à la mi-temps ou qui se disent à la mi-temps et qui est peut-être aussi due aussi à un autre facteur. Tout simplement, Sexton, il se fait quand même cartonner 2 ou 3 fois en première mi-temps et donc du coup, plutôt que de le faire monter en premier rideau et de le faire monter sur coup d'envoi comme ils ont fait en première mi-temps et où les Sudaf vont essayer d'aller chercher Sexton, ils laissent Sexton en plus dans la couverture. Et ça va te permettre du coup d'avoir un joueur qui potentiellement a un gros jeu au pied pour pouvoir occuper le terrain et tu le préserves aussi physiquement ton petit Johnny Sexton. Et pourtant, les
Irlandais, ils sont pas en reste sur les intentions. Puisque sur la première pénalité, ils décident d'aller en touche. T'as Jonathan Sexton, le mec qui te met tous les points en équipe d'Irlande. Et non, là sur le match, tu n'as pas envie de prendre les points, tu décides d'aller en touche. Et donc je pense qu'il y a eu cette guerre entre la première nation mondiale et les champions du monde pour dire on est là, on va marquer notre territoire et ouais, on est là pour jouer au rugby. Vous voulez nous prendre devant et dans le jeu, nous aussi on va répondre en vous prenant devant. Et ce choix, il est pas surprenant, mais les Irlandais ont perdu la première touche, ils décident de prendre la pénale touche et ils perdent encore une fois la seconde touche. Et là, ça pique. Pourquoi est-ce que ça pique? Parce que dans un match, quand en 5 minutes, dans les 5 premières minutes, tu as 2 touches dans les 30 mètres adverses et que tu perds les 2 touches, c'est 2 munitions qui sont gâchées. Et tu le sais, à très haut niveau, les munitions, elles sont rares et il faut que tu les exploites et que tu les exploites correctement. Et là, tu te dis, ok, on a les 2 meilleures nations du monde à l'heure actuelle, parce que je le pense. Ça veut pas dire que c'est elles qui vont gagner, mais pour moi, c'est les deux qui sont vraiment au-dessus. Et là, je veux voir un truc totalement hallucinant. Tu as un coup de pied de Colby qui est à moitié un dégagement chandelle quand il est dans ses 22 mètres sur la touche récupérée. Et tu te dis, pourquoi est-ce qu'il tape pas en touche, tout simplement? Et je me suis posé la question de savoir s'il avait pas dévissé son coup de pied. Mais il a pas une pression monstre. Qui récupère le ballon et qui prend 2 types sur le râle, je me dis, ok, tu dévises des jeux au pied comme ça, bah pourquoi pas en fait, parce que tu fais un petit peu mal à l'ailier adverse, sachant que si tu lui mets des planches comme ça, t'as même pas 10 minutes de jeu, il en a 70 minutes à tenir derrière, il doit déjà avoir des ecchymoses partout sur le corps. Et oui, j'ai eu l'impression qu'ils avaient ciblé Hansen, qui est quand même un facteur X dans l'équipe d'Irlande, sur les jeux au pied de pression, et que même s'ils avaient la possibilité d'aller disputer les duels aériens, ils attendaient la retombée du ballon et du joueur pour pouvoir le plaquer à deux. Attention, pas sur tous les jeux au pied, mais si tu sens que c'est du 50-50, tu vois que tu vas jumper mais que tu es au milieu de tous les autres, tu vas retomber, tu vas te faire zigouiller et que l'autre, ça va être la même chose pour lui, et ben pourquoi ne pas lui laisser prendre la balle et le cartonner à la retombée? Tu perds peut-être la possession de balle sur cette séquence, mais potentiellement il va faire un en avant, potentiellement tu vas récupérer le contre-ruck et en plus tu marques physiquement l'adversaire. Au bout de 2 ou 3 fois, franchement je suis désolé, quand tu prends la deuxième ou troisième ligne sudaf sur des plaquages à 2, je suis pas sûr que tu aies envie de jumper encore plus souvent en l'air. Après, on va pas se leurrer, les mecs ils sont barjots à ce niveau-là, ils doivent aimer ça. En réalité, pour moi, c'est le match référence de la Coupe du Monde à l'heure actuelle, sur les phases de poule. De la même manière qu'en phase de poule, on avait eu Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande en 2019, là on a ce Irlande-Afrique du Sud qui est magnifique. Et je pense que je visionnerai ce match un certain nombre de fois dans les 3 prochaines années pour essayer de comprendre les enjeux et comment est-ce que le match s'est réellement déroulé. Parce que là, je l'ai visionné 2 fois le match, mais c'est pas assez pour comprendre. À mon niveau, c'est pas assez pour comprendre. Je vais comprendre certaines choses, mais si je veux réellement pousser la réflexion un petit peu plus loin, tu es obligé de le revisionner pour comprendre en fait sur chaque action ce qui s'est passé et ce qui a déclenché ce qui se faisait après. Et à chaque fois que tu revisionnes le match, tu vas faire attention à un détail supplémentaire. Tout d'abord, après ces 2 visionnages, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que la défense des Box a été magistrale. Elle a permis d'éteindre les Irlandais. Oui, tu m'as bien entendu, elle a permis d'éteindre les Irlandais. Quand je te parle d'éteindre les Irlandais, c'est que la force de l'Irlande depuis 3 ans, c'est de t'imposer des séquences qui sont très longues où ils vont te matraquer, t'as des mecs qui arrivent à Mach 2 à chaque fois, etc. Tu multiplies les séquences, tu as des libérations rapides et au bout d'un moment tu vas attaquer les espaces et la défense elle ne peut rien faire. Mais pour ça il faut avoir des libérations rapides. Et là ils n'ont pas eu de libération rapide. L'Irlande tourne à 38% de balles rapides sur les rucks. C'est extrêmement peu. Les boxeurs ils sont à 50. Et quand je revisionne le match, j'ai pas fait attention sur les 2 premiers visionnages parce qu'on ne peut pas faire attention à tout. Mais je cherche des séquences où les Irlandais ont enchaîné plus de 3 passes d'affilée. Et j'ai pas l'impression qu'il y en a tant que ça. Et je cherche même des séquences, j'ai pas le souvenir de les avoir vus balayer le terrain dans un sens d'une ligne de touche à l'autre ligne de touche. Alors comment les Box ils ont réussi pour les faire déjouer? Pour expliquer de manière très brève et synthétique, en gros sur tes systèmes de jeu, avec tes 3 joueurs devant, ton 3 quarts dans l'axe, etc. Les mecs sont dans des couloirs de course qui sont beaucoup plus fermés que d'autres nations où le porteur de balle a plus d'initiative, a plus de temps pour pouvoir prendre des initiatives, etc. Les Irlandais en revanche c'est les mecs ils sont dans des rails et ça cabosse. Si tu veux plus d'informations, tu peux souscrire dans la partie membre, j'ai une analyse du jeu de l'Irlande. Et bien les Box, ils avaient ciblé les receveurs potentiels ou préférentiels, je pense, de ces couloirs. Donc c'est-à-dire que quand le porteur de ballon, il devait faire son choix, les Box, on sait plus ou moins quel joueur va avoir le ballon, mais ils attendaient et vraiment dès que la passe était effectuée ou non, ça venait taper très très fort. Et ça amène cette anticipation de la passe sur ces couloirs de course à une presque interception de Faf de Clercq à un moment. Je sais pas si tu vois le moment, mais là-dessus, Faf de Clercq, il intercepte, il marque, le match, c'est pas le même. Et ensuite, ils avaient décidé de pas défendre en homme contre homme, en 1 contre 1. Ils avaient décidé de venir taper sur les Irlandais à 2. Et je dis taper parce que, enfin vraiment, c'est l'impression que j'ai eue, c'est-à-dire que les 2 mecs, c'était appui parallèle et bam, on envoie le corps.
peu importe ce qu'il y a devant, on cabosse à 2 le porteur du ballon. Et même à des moments, ils cabossent à 3, c'est-à-dire qu'à des moments, ils sont à 3 à se jeter sur le type. Ça a donné vraiment des impacts très violents et des énormes plaquages à 2. Et ça, c'est un choix délibéré quand tu décides de défendre à 2 sur l'homme quasiment en permanence, puisqu'il y a des séquences où effectivement, quand tu es proche des rucks, tu vas décider de défendre à 2, où tu en as un qui vient plaquer en bas, l'autre qui vient bloquer le ballon, etc. Mais là, ça a été ça, mais sur quasiment toutes les séquences. Et la stat des plaquages dominants, elle est à 35-7, vraiment, je crois, pour l'Afrique du Sud. Mais à chaque fois que tu fais un plaquage à 2, tu consommes 2 joueurs, évidemment, sur la phase de combat. Mais par contre, si tu réussis à faire reculer le type, parce que s'il avance, c'est perdu, ils vont avoir une libération rapide, mais si tu le stoppes et que tu le renvoies dans son camp, ils vont avoir une libération lente. Et les Irlandais, ils sont pas spécialement fans d'avoir des libérations lentes. Eux, leur jeu, c'est de pouvoir te matraquer avec des séquences très longues, mais étant donné que les soutiens offensifs sont très proches, tu as des libérations rapides et des options en permanence. La défense, plus les libérations sont rapides, plus elle a du retard, plus il y a des espaces. Mais quand tu tombes sur 2 Sudaf qui viennent te cartonner en même temps, avoir ces libérations rapides, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est là où on s'est retrouvé avec les Irlandais qui, du coup, n'ont pas pu mettre ce qu'ils ont l'habitude de mettre en place. On le dit souvent, la défense sud-africaine, elle est un petit peu kamikaze. Elle a tendance à monter et à te rusher très vite, à la limite du sprint, et au bout d'un moment, soit ils t'attrapent avec le ballon, ou soit tu les passes. C'est rarement, en fait, ils font rarement le déplacement à vide, les mecs. Ils te forcent, en fait, en tant que porteur du ballon, à avoir énormément de pression et très peu de temps pour réaliser ton geste. C'est-à-dire que le moment où tu attrapes la balle, tu as très peu de temps pour réaliser ton geste technique parce qu'ils sont quasiment sur toi. Eh bien, les Irlandais, ils ont utilisé une manière pour contourner cette défense kamikaze par moment, et oui, et je dis bien par moment, que moi j'avais découvert avec la France, c'était peut-être contre l'Australie ou contre l'Irlande il y a 2 saisons. En fait, c'est simplement des énormes passes de 25 mètres qui sont légèrement en cloche pour passer dessus les défenseurs et aller taper les couloirs directement. Et ils ont réussi à contourner la défense box de cette manière à quelques reprises. Sinon, ça a été sur du réalisme et des sanctions des fautes sud-africaines. Parce que les Sud-Africains, ils se sont mis à la faute quelques fois. Et je ne reviendrai pas là-dessus dans cette vidéo parce que j'ai pas mal de séquences où là, je commence un petit peu à comprendre comment est-ce que les Irlandais font pour obtenir autant de pénalités sur les possessions de balles adverses, de la même manière que la France, ils ont cette petite technique où tu viens de projeter dans le camp adverse, tu ralentis les soutiens offensifs, tout le monde cherche à le faire, mais les Irlandais, ils ont des, comme chaque équipe a ses petits trucs, et ben la France, ils ont leurs trucs, j'en avais trouvé quelques-uns, l'Irlande, je commence à les trouver, et j'attends d'avoir plus d'infos sur le sujet pour pouvoir balancer à un truc d'un peu plus intéressant. D'ailleurs, si tu veux pas rater, je t'encourage à t'abonner, c'est la 2e fois que je le dis, oublie pas mon pote, ou ma pote. Et que dire de la défense irlandaise? La défense irlandaise, elle a été redoutable d'efficacité. Je m'explique. Sur les lancements de jeu, tu sais que tu vas concéder du terrain si c'est bien réalisé. Sur une mêlée, quand tu défends, tu sais quoi qu'il arrive, tu vas perdre du terrain. Tu joues les champions du monde, tu sais que les lancements de jeu seront efficaces. Eh bien, regardez cette capacité que les Irlandais, ils ont eu à se replier et à se réorganiser rapidement après une perte de terrain. Normalement, dès qu'il y a un franchissement ou un gain de terrain, il y a des intervalles qui vont s'ouvrir successivement sur le terrain en fonction de la vitesse de replacement des joueurs. Plus le replacement des joueurs est long, plus l'intervalle est proche du ruck, plus le replacement est lent, plus l'intervalle va se décaler. Et bien là, les Sudaf, ils sont tombés face à un mur. Dès qu'ils ont réussi à générer de l'avancée, ils n'ont pas pu l'exploiter. Et après, les Irlandais, ils ont été tellement efficaces en fait sur les possessions de balles qu'ils ont eues qu'ils ont réussi à scorer. Mais attention, les Sudaf, pour moi, perdent le match tout seuls. Ils lâchent 11 points au pied, vraiment, ils lâchent 11 points au pied sur un match international quand tu veux jouer haut. C'est juste pas possible. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre parce qu'ils ont Colby aussi qui bute. Parce que Colby, moi, il me semble que je l'ai déjà vu faire des matchs où il te fait du 100% au pied. Et là, c'est pas lui qui prend le but. Et c'est ce que je disais à un pote de Emric qui anime le petit bureau sur Twitch. Sa chaîne, c'est Poney Club. Si vous voulez entendre parler rugby, c'est vraiment chouette. Je lui disais, si on joue le match 10 fois, je suis pas sûr que les Irlandais le gagnent 3 fois. Les Irlandais, ils ont été vraiment très propres, très cliniques. Il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, je pense vraiment que les Sudaf ont fait un nombre anormal de fautes techniques et de manque de réalisme dans les zones de marque. Et c'est ce que je vous dis, là c'est un petit peu une analyse à chaud du match où j'ai relevé quelques trucs, mais bien sûr qu'un match comme ça, il faut le pousser beaucoup plus en profondeur. Maintenant, dites-le moi parce qu'on va arriver bientôt dans la période des phases finales. Quelles que soient les équipes qui jouent, plus je passe de temps à réfléchir sur le sujet,
plus j'essaye de relever des trucs pertinents. Mais la question, c'est si je fais des vidéos qui durent 30 ou 40 minutes sur l'analyse d'un match, est-ce que vous, ça va vous intéresser ou est-ce qu'au bout de 7 minutes, vous décrochez? Parce que il y a cette réalité aussi. Et puis il y a quand même un truc aussi là. Tout le monde voit les Sudaf contre nous en quart si on gagne l'Italie. Mais personne les voit, les Écossais battre les Irlandais parce que moi, je mets une petite pièce sur l'Écosse. Ok, peut-être pas comme sur l'Australie. Et oui, je vais passer chez le coiffeur parce que l'Australie ne sera pas en quart de finale et même pas en demi-finale. Mais attendez de voir parce que là, je vais le charger, mon pote Edgy Jones. Sache que si tu apprécies mon travail, tu as deux manières de me soutenir. Tu peux rejoindre la chaîne en lâchant un petit tips de 1 ou 2 euros par mois, ou alors tu peux souscrire à la partie membre pour les entraîneurs ou pour les gros donateurs où il y a des analyses qui sont vraiment plus pointues sur des sujets comme les analyses au contact, les micro-attaques, etc. Je publie le contenu progressivement et évidemment il y aura de plus en plus de contenu après la Coupe du Monde parce que là je suis dans le jus total. Et sinon tu as un truc à 5 euros avec des analyses supplémentaires. Moi ça me permet de pérenniser mon travail et la chaîne parce que j'espère pouvoir continuer après la Coupe du Monde, mais ça va dépendre de vous mesdames et messieurs, parce que c'est grâce à vous si j'en suis là actuellement, c'est parce que vous regardez et qu'il y a beaucoup de commentaires bienveillants, que YouTube du coup favorise mes vidéos et ça c'est super chouette. Et merci à tous d'ailleurs parce que là je crois qu'on est à 47 000 abonnés et bah franchement je m'attendais pas du tout à ce que la chaîne prenne cette tournure. Mais voilà, j'essaye de continuer. Il y en a qui me disent que je perds un petit peu le côté analyste de match, mais c'est ce que j'expliquais, c'est que au vu des droits d'auteur sur les matchs, je ne peux pas utiliser les séquences vidéo. Et quand tu utilises les séquences vidéo, c'est beaucoup plus facile d'expliquer parce que il y a beaucoup de choses sur les déplacements, sur des petits gestes à voir. Et si tu les mets pas dans un contexte vidéo, mais juste sur des arrêts sur image, c'est beaucoup moins digeste et compréhensible. Si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire, de mettre la petite cloche. Et puis on se revoit au Clubhouse de Courbevoie. Allez, topette!